Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode, l'épisode du temps des fêtes de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes. Comment s'est passé votre Noël, les filles? Super, mais trop mangé. On mange tout le temps trop dans le temps des fêtes. Ça a bien été. Moi, j'ai dormi, là. On dirait que j'avais du sommeil récupéré, fait que ça a vraiment fait du bien. Ah, ben Et tant toi? mieux. Tant mieux, super bien été. Tu sais, j'ai pas une très, très grosse famille. Donc, avec ma mère et ma tante, mon oncle, leur chien. Leur chien. Ben non, mais pour vrai, j'aime ça les chiens, mais j'en ai pas parce que j'ai pas la vie de quelqu'un qui peut avoir un chien en ce moment. Je sais si ça demande quoi, mais j'aime vraiment les chiens. Fait qu'un jour, à ma retraite, j'aurai sûrement un petit pitou. Oh. Hein? C'est bon, ça. C'est cute, hein? Je le sais, ça fait des belles photos Instagram aussi. Mais ça pogne, là, des chiens. Là. Tu marches dans la rue avec un chien, là. C'est vrai. Tu peux arrêter, Pat, là. Ouais, non, je sais. Tu devrais peut-être y penser avant ta retraite, moi. On va y aller d'un podcast. Bon, on voulait faire un podcast, on voulait faire un épisode aujourd'hui parce qu'évidemment, il y a eu le match au Centre Bell samedi dernier du côté de la Victoire. Puis on s'est dit, bon, une semaine de congé à Noël, c'est assez. Pourquoi ne pas faire un épisode aujourd'hui? Alors, bon, on va parler du Centre Bell, je suis pas mal sûr, mais commençons avec notre moment. Puis j'ai appelé ça le moment du temps des fêtes parce qu'on n'a pas eu de balado la semaine dernière, donc on a peut-être 2 semaines à couvrir. Alors, le moment du temps des fêtes de ton côté, Anso, ça serait quoi? Eh bien, moi, là, j'ai fait le match de Montréal contre Seattle le mardi. Ouais, Puis pour là, Prime. on était comme sur Prime. Puis on était en stand-by de voir, de démontrer un peu les highlights du match de Toronto contre Ottawa. Puis je regardais le pointage, c'était 3-0 Ottawa. 3-0 Toronto. Je me suis dit, bon, Ottawa, ça va faire mal, tu sais. Mais j'ai dit, ça serait malade qu'on revienne dans le match. Puis là, soudainement, 3-1. 3-2. 3-3. J'ai dit, voyons donc. Et là, j'ai dit, ça serait fou que Ottawa gagne. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Ottawa a gagné une remontée spectaculaire. Et ce que je voulais illustrer, puis c'est ce que je disais à Alex Despatie qui était à côté de moi, je disais, Ottawa, là, tu sais, oui, je comprends qu'ils sont derniers au classement, là, mais il faut pas les prendre à la légère, là. Ça fait 3 matchs de suite qu'ils ont gagné. OK, oui, ils ont gagné soit en prolongation ou en tir de barrage. Mais mine de rien, cette équipe-là, c'est pas parce que tu mènes 3-0 contre Ottawa que tu dis, ah, la game est finie, là. Fait que moi, c'était vraiment un peu ça d'illustrer. Le 21 décembre, on a gagné contre Minnesota en prolongation. Tu sais, Minnesota, c'est une très bonne équipe, là. Après ça, contre Toronto, justement, cette remontée spectaculaire qu'on a gagnée en prolongation. Rebecca Leslie, d'ailleurs, dans ce match-là, 2 buts. Et le 27 décembre, une victoire contre Boston en tir de barrage. Boston, qui est l'équipe qui est la première au classement actuellement, que personne, ça non plus, on se disait, ouais, non, ça se peut quasiment pas. Mais la dernière équipe a battu la première. Et en tir de barrage, et qui d'autre que Brianne Jenner pour marquer 2 buts? Elle est allée 3 fois. La première fois, elle n'a pas marqué. Ces 2 dernières fois, lorsqu'elle est allée en tir, elle a marqué. Et c'est vraiment une équipe qui a terminé l'année en force parce que, oui, ils sont derniers au classement, comme j'ai mentionné, mais 3 victoires consécutives. On accumule des points tranquillement, pas vite. Puis je pense que si ça continue comme ça, Ottawa peuvent être très dangereux, là. Hey non, c'est un excellent choix. Puis Ottawa, pour vrai, tu sais, tu parlais d'eux, tu parlais de Boston, des choses que je n'avais pas sur ma carte de bingo en début d'année, ça. Tu sais, que Ottawa, puis regardez les stats de Brianne Jenner. Brianne Jenner, là, que certains ne mettaient même pas avec l'équipe Canada cette année aux Olympiques ou en fait, re-questionnaient sa présence avec l'équipe canadienne. Puis là, tout d'un coup, 8 points en 9 matchs, deuxième. 4e meilleure pointeuse parce qu'elles sont 3 à 8 points. Mais c'est quand même toute une saison. La défenseuse, Rory Gilday, ça aussi, là, on s'attendait à avoir... Bon, évidemment, là, on a eu le réveil, puis on va en parler tantôt, on a eu le réveil de Casey O'Brien dans le match d'hier du côté de New York, mais avant ce match-là, je veux dire, tu as Hayley Wynn à Boston qui fait bien, mais Rory Gilday, c'est quand même la recrue qui a le plus de points en ce moment. Défenseuse d'Ottawa, 5e choix au total. Donc, pour vrai, c'est assez spectaculaire ce qui se passe à Ottawa. Puis, tu sais, 3 victoires, oui, en prolongation ou en tir de barrage, mais c'est des points qui sont difficiles quand même à aller chercher. C'est 6 points sur une possibilité de 9, mais c'est quand même
c'est quand même 6 points au lieu de 0. Là. Un match en prolongation ou en tir de barrage, on le sait, hein, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Donc, excellent choix. Puis c'est vrai, Ottawa qui revient de l'arrière 2 fois de suite dans ses 3 derniers matchs. Là. Et je pense qu'ils vont être à surveiller. Kim, de ton côté? Ben moi, c'est bien que tu le dises que c'est le moment de la semaine, mais le temps des fêtes, parce que moi, je veux amener le moment de la semaine pour la célébration Caroline Ouellette. OK. Ça fait plusieurs années que ça existe. De mémoire, là, c'est autour de 2014 que ça a commencé. Puis à chaque année, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Je pense que c'est l'événement le plus majeur de hockey féminin, en tout cas au Québec et sûrement au Canada. Là. Je ne sais pas s'il y en existe d'autres, mais si c'est il y en a d'autres, il est pas mal dans le top. Là. Il y a des équipes M9, M12, M13, M15. Ils ont des événements aussi pour les arbitres. Cette année, il y avait plusieurs arbitres qui étaient présents. C'est 100% féminin. Ils sont là pour la relève, pour montrer comment arbitrer. Fait que, je me souviens d'avoir assisté déjà à des matchs, puis on voyait que c'était les arbitres. C'était la première fois qu'ils arbitraient, mais il y a quelqu'un qui est là pour leur guider, leur aider, montrer. Fait que c'est bon pour la relève, autant du côté arbitrage, mais pour le hockey féminin, il y a plein de jeunes qui participent à cet événement-là. C'est le fun parce qu'il y a des rencontres pour rencontrer des pros, des anciens pros, des anciennes pros aussi. Il y a des séances d'autographes. Ça fait quelques années maintenant que les finales sont au Centre Bell. Ils ont un partenariat avec les Canadiens de Montréal. Fait que toutes les finales sont présentées au Centre Bell, qui est quand même assez majeur, tu sais, pour une jeune fille, là, on va dire de M12, M13, qui joue la finale au Centre Bell. Tu sais, on parlait des filles de la victoire qui jouent un match là, c'est comment c'est significatif. Imaginez ces jeunes filles-là, comment c'est un rêve pour elles. Fait que je trouve ça c'est vraiment important. Puis il y a tellement de bénévoles qui sont présents aussi pour cette célébration-là. Fait que je vous souhaite, en fait, je vous dis bravo, chapeau, merci de cette implication-là, puis bravo à Caroline Ouellette d'être impliquée encore aujourd'hui dans le hockey féminin. Continue, puis on est fiers de toi. Ouais, c'était du 18 au 21 décembre dernier, cette célébration de hockey. Puis on peut justement, le nom porte bien. Je pense qu'on peut juste célébrer cette initiative. Et tu avais raison, c'est bien en 2014 là, que Caroline Ouellette a parti le tout. Donc, on peut juste célébrer cette belle initiative de Caroline Ouellette, qui va avoir une année occupée. Hein? Célébration hockey Caroline Ouellette, la victoire, les Olympiques. Bon an, mal an, là, on est à un peu plus d'1 mois du début du tournoi olympique féminin. Donc, ça va s'en venir à grands pas. De mon côté, mon moment du temps des fêtes, je vais vous parler de l'équipe de France. Parce que je parlais des Olympiques il y a un instant. Puis bon, évidemment, Équipe Canada, ça fait beaucoup jaser, veut pas. Il y aura peut-être pas beaucoup de Québécoises avec Équipe Canada. Il y a Équipe Italie qui s'est entraîné à Montréal, que je vous ai déjà parlé. Bon, évidemment, il y a un gros contingent québécois au niveau du deuxième étage, au niveau de la direction, du coaching staff et tout ça, mais il y a aussi 2 joueuses dans l'équipe comme telle qui viennent de Montréal. Et l'équipe de France a été la première équipe à nommer ses joueuses pour confirmer, en fait, son alignement pour les Olympiques. Et je regardais l'alignement, puis j'en avais parlé parce que j'ai croisé Alice Filbert lors du match que je vous ai parlé entre les universitaires et l'équipe un peu étoile universitaire, les Québécoises qui revenaient de la NCAA et tout ça, et Team Italie. Alice Filbert était là, puis elle me parlait qu'il était pour avoir plusieurs Québécoises avec l'équipe. Et puis, ben justement, quand ils ont annoncé l'alignement complet et final, ben j'en recense 3 Québécoises. Fait que Alice Filbert a été confirmée gardienne, devrait être gardienne numéro 1 également. Il y a Marie-Pierre Pélissou, je vais le prononcer comme il faut, Marie-Pierre Pélissou, qui est une Québécoise qui joue en Suisse avec le HV Davos en ce moment, et une joueuse que vous connaissez bien, puis moi aussi parce qu'on a été dans son entourage avec la Force de Montréal, Gabrielle Dessert. Ouais. Qui va également jouer avec l'équipe française. Puis je trouvais ça... Puis en plus, si je veux extrapoler un peu, il y a 2 Françaises que les fans québécois ont bien connues, Jade Barbirati puis Manon Lescodan, qui jouent présentement dans la NCAA, mais qui ont passé 3 années au collège John Abbott avant ça. Donc, il y a quand même un bon contingent québécois. Puis il y a la capitaine Laure Baudry. Moi, Okay. Elle a joué mes années carabin avec moi à l'Université de Montréal.
Es-tu sérieuse? Ouais, Ouais. c'est une très bonne amie, là. Mais c'est une Française, par contre, c'est pas une Oui, Québécoise. Ouais. non, non, OK. c'est une Française, ouais. Ah, Mais wow, elles OK. sont venues étudier, elle et Marion Almoz. Marion, elle a pris sa retraite il y a quoi, 2 ans, OK. qui était capitaine, que là, maintenant, c'est Laure qui a le rôle de capitaine. Mais les deux ont joué avec les Carabins, là. Ils ont joué 5 ans de mémoire à l'Université de Wow. Montréal. Et j'ai vu Ouais. par la suite qu'il y avait aussi une Française qui avait joué, je crois, avec Concordia et qui va être avec l'équipe également. Mais je trouvais ça un peu ironique que l'équipe de France ait 3 Québécoises. Et au maximum, Équipe Canada va avoir 3 Québécoises. Et ça, c'est Quand si même. Ève Gascon est choisie. Je pense bien que ça va être Ève qui va hériter du 3e poste de gardienne. Mais si ça ne l'était pas, imaginez, la France aurait plus de Québécoises que le Canada. Ouais, Il y a- c'est il y a- fou, hein? Ben, c'est fou puis c'est triste en même temps, tu comprends? Tu sais, je veux dire, c'est le temps des fêtes, on partira pas tout le débat sur la présence québécoise dans les équipes nationales canadiennes. Bon, puis tu sais, on en a parlé aussi brièvement avec l'équipe des moins de 18 ans, là, qui d'ailleurs vont commencer leur championnat mondial dans quelques jours, là, début janvier. L'équipe nationale, bon, il y a 5 Québécoises là, espérons avoir plus avec les années, mais c'est quand même fou de penser que la France va avoir au strict minimum le même nombre de Québécoises. Alors, Mais oui, c'est vas-y. quand même drôle parce que, Anso, tu t'en souviens, tu avais déjà fait le processus pour faire partie de l'équipe de France. Es-tu sérieuse? Ouais. Voyons Ouais, donc. parce que moi, mon grand-père, il est français. Puis ma mère, elle a la nationalité. Puis j'avais essayé de faire en fait, les papiers, mais c'est quand même assez compliqué, là. Tu sais, tu as l'option d'aller jouer là-bas pendant 2 ans, ou moi, finalement, tu sais, mon grand-père, il était français, là. Puis c'était vraiment complexe. J'avais envoyé à comme 3 reprises au consulat de France les documents. Puis là, il me disait, il manquait des documents. Puis j'ai un peu abandonné parce que justement, après, j'ai été sur le programme de l'équipe nationale. Puis en tout cas, à cause des délais, là, ça fonctionnait pas. Mais on parlait, puis c'est vraiment drôle. On disait, imagine, puis c'était dans le temps avec Marion Pilar. Imagine, ça serait cool qu'on serait, tu sais, toutes les 3 réunies. Puis, mais ça aurait été vraiment des beaux moments parce que tu te dis, si justement avec l'équipe nationale ici canadienne, ça fonctionne pas, ben pourquoi pas essayer d'aller de l'autre côté avec la France. Puis, mais c'est ça. Mais le projet avait avorté. T'as plus jamais refait de démarche par la suite? Ben, je l'ai pas refaite, non, parce que après ça, c'est ça, quand je suis revenue sur le programme de l'équipe nationale, ben là, c'était un peu problématique parce que je pense qu'il fallait que tu attendes un certain nombre de temps, un peu comme Laura Fortino qui a fait avec Équipe Italie. Hannah Miller, en ce moment, c'est ça sa situation. Tu sais, elle a représenté Exact. la Chine, entre autres, là, ouais. Mais peut-être que je pourrais quand même faire les démarches parce que je pense que c'est plus facile quand tu as un passeport français pour voyager en Europe, quoi que ce soit. Mais c'est ça. C'est quand même complexe là, au niveau de la documentation puis d'envoyer. Puis là, tu peux pas juste te présenter au consulat. Il faut que tu ailles un rendez-vous. Mais là, il faut que tu envoies les documents. Bref, Il manquait toujours un document. Ben oui, puis là, il me disait, il manquait ce document-là. Puis là, j'encerclais. Je dis, boire, page, cal. Le document, il était là, mais je comprends pas qu'est-ce qui manquait. Puis c'est assez difficile d'avoir. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment que tu connais quelqu'un qui. Ça prend est là. un contact. S'il y a quelqu'un qui travaille au consulat de France à Montréal, ben de m'appeler, m'envoyer un courriel parce que j'aimerais ça quand même avoir la nationalité française pour continuer justement tu sais, la ligne de mon grand-père et de ma mère. Puis c'est quand même des origines là, en quelque sorte. Là. Ben non, mais c'est vraiment, ben oui, je connaissais pas ça. Je savais pas de Betté était, ou en tout cas, ta branche des Betté. En fait, c'est du côté de ma mère. Fait que c'est Crespin. Mais Betté, c'est suisse-français, de ce que je me suis fait dire de mes origines. Là. Mais ouais, fait que c'est vraiment plus du côté de ma mère qui portait le français. Fait qu'on a une néo-brunswickoise, une Française puis un Québécois. C'est un beau mix. C'est un beau mix. On peut bien s'obstiner de temps en temps. Nous autres, on est team international. Mais pour vrai, je te trouve cool là-dedans, c'est aussi quand va venir le temps de suivre les Olympiques, ben il y a plus que le Canada à suivre également. Tu sais, je sais, oui, c'est sûr, Canada-États-Unis, ça va être le match, c'est bon, probablement la finale, mais là, tu vois, pour avoir suivi l'équipe Italie, j'ai hâte de suivre leur progrès puis voir leur parcours aux Olympiques. Là, avec les Québécoises dans l'équipe de France, j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner. Donc, tu sais, je trouve que pour suivre le tournoi, ça va élargir un peu nos horizons, surtout qu'il n'y aura pas d'LPHF durant ce temps-là. Donc, ça va prendre plus les matchs du Canada pour rassasier notre intérêt de hockey féminin.
Allons-y maintenant avec la joueuse du temps des fêtes. Kim, de ton côté. Ben moi, vous en avez parlé quand même à plusieurs reprises, mais c'est Brianna Jenner. Brianne Jenner, pardon. Je sais pas pourquoi je l'ai baptisé un autre nom. Là. Ben, il y avait Brianna, il n'y avait pas Brianna Decker avant avec l'équipe américaine. Là, elle coach, là, Brianna Decker, c'est vrai. dans la LPHF. Là. Oui, coach, assistante coach, tu veux dire. Oui, exactement. Ouais. Mais t'es allé au Temple de la... Non, es-tu au Temple de la Renommée? Hein? Brianna Decker, je pense que oui. Au Temple de la Renommée internationale, ça, je suis persuadé, mais je te laisse aller, je vais faire la vérif. La vérification, même. Elle est au Hall of Fame, 2025. 2025, la même année que Daniel Sauvageau. Ben oui. Oui, ben je me souviens, elle avait eu 2024, ici, ça dit, en 2024, Brianna Decker was inducted into hockey. Ça, c'était aux États. OK. Oui. En 2024, elle était aux États-Unis. Le Hall of Fame des États-Unis. Puis en 2025, international. était au Hockey Hall of Fame. Exactement. OK, wow. Bon, ben tu vois, on a amené un sujet. Merci, Kim, de t'avoir trompé. Bravo, Kim! Oui, parce que là, pour préciser quand même, on disait qu'elle était assistante entraîneuse. C'était avec le Frost du Minnesota là, en ce moment. Oui, exactement. Ouais. Ben, en tout cas, Jenner, pour ses derniers matchs. Jenner, là. D'Ottawa, finalement, la capitaine. Ben, en fait, vous avez quand même parlé, là, mais je vais répéter un peu ce que vous avez dit. Mais dans les derniers matchs, elle a connu quand même des très bons matchs, dont les victoires. Elle a eu des points. Le match d'hier, 2 fois en tir de barrage. Fait que sur 3 essais, elle a marqué 2 fois, qui a donné la victoire à son équipe. Fait que pour l'instant, elle se retrouve au 4e rang des pointeurs, ce qui est excellent. Égalité avec d'autres, comme on dit, avec 8 points. Là. Donc, pour l'instant, elle connaît vraiment une bonne séquence de matchs. Ça termine bien l'année 2025. Fait qu'elle doit continuer pour 2026. C'est elle qui tire quand même son équipe. C'est la leader de la charge d'Ottawa. Fait que, comme Mansois disait, j'ai l'impression qu'Ottawa peut nous surprendre en 2026. J'espère, ça va brouiller un peu les cartes, mais il ne faut pas les prendre à la légère. Puis, dont Jenner qui peut changer le match au complet. Là. C'est une moyenne de pas loin de 20 minutes par match qu'elle joue Brianna Jenner présentement. C'est énorme. Là. Depuis le 16 décembre, là, c'est en moyenne 4 lancés par partie. Elle a eu un but contre Minnesota un peu avant Noël, 2 passes contre Toronto également. C'est une grosse présence sur la patinoire en ce moment. T'sais, on se rappelle, c'est une fille qui a eu 15 points en 28 matchs l'an dernier et qui est déjà rendue à 8 points en un match. Il y en a quelques-unes là, comme ça qui ont vraiment un différentiel de points d'avec l'année passée quand même assez intéressant. Donc, Brianna Jenner, que je pense que personne n'avait dans le top 5 des meilleures marqueuses ou des meilleures pointeuses du circuit, là, rendu presque à la fin de l'année 2025. Bon choix de joueuse de ton côté, Anso. Moi, j'y vais avec Jess Comfort. Okay. Elle a 5 points depuis le début de l'année. Mais dans ses 3 derniers matchs, elle a 4 points, dont un match où elle a 2 buts, une passe contre New York, donc un match de 3 points. Et malheureusement, contre Montréal, au Centre Bell, elle a marqué le premier but. Puis je regardais ses statistiques. Je me rappelle l'année dernière, je pense qu'elle a marqué à tous les fois qu'elles ont joué contre Montréal. À tous les fois qu'elle jouait contre Montréal, Jessie Comfort comptait. Puis cette année, le premier match, elle a pas compté contre Montréal, mais elle s'est reprise au Centre Bell d'une belle façon. Mais je trouvais ça quand même intéressant d'illustrer cette fille-là parce que, veut pas, elle apporte quand même une certaine profondeur à l'équipe de Toronto. On est capable de bien calibrer, au moins avoir 2 bons trios. Puis, on voit que là, elle est capable de contribuer offensivement. Évolue également sur l'équipe nationale. Donc, je trouvais que cette phase-là de ces 3 derniers matchs, elle a quand même eu un essor qui offensif. Puis ce qui a permis à Toronto quand même d'accumuler quelques points là, lors de ces derniers matchs. Fait que je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup. Puis je l'avais pris pour mes prédictions. J'étais contente parce qu'elle a marqué lorsque je l'ai choisi. Fait que je trouvais ça le fun de l'illustrer. Ah non, bon choix. Jessie Comfort, j'ai écrit sur elle parce que justement, au match qu'il y avait au Centre Bell, elle marque un but, puis on était quelques journalistes sur la passerelle au reporter à se demander. Il me semble que Comfort, justement, elle marque tout le temps contre Montréal. Et on a fait les recherches. Sur 13 buts en carrière dans la LPHF, Jessie Comfort a marqué 7 contre Montréal.
7 sur 13, c'est plus de 50 Toronto, en fait, sur le pourcentage, sur 100 des buts de Toronto contre Montréal, Jesse Compher en a 22 Donc, 22 des buts, je vais le dire autrement, là, 22 des buts de Toronto marqués contre Montréal viennent de Jesse Compher. C'est beaucoup, là. C'est énorme. Oui. C'est énorme. On voit rare. Tu sais, il y a des joueurs comme ça, des fois, qui ont le numéro d'une équipe, là, peu importe. Contre cette équipe-là, ils vont toujours mieux performer. Sidney Crosby, entre autres, contre, c'est quoi, les Flyers, là, c'est la bête noire des Flyers, je crois. C'est la bête noire de bien des équipes, vous allez me dire, mais les Flyers, particulièrement, ben, Jesse Compher, c'est vraiment celle. Fait que là, prochaine fois que Montréal, Toronto, on fait nos prédictions, si on prend pas. Pat. Quoi? C'est ma joueuse. Wow. Fais tes recherches autrement. Il n'y a pas de règle qui dit qu'on n'a pas le droit. Non. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de règle qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre la même joueuse 3 fois. C'est nouveau. C'est nouveau pour 2026. Oui, on a déjà changé ça. OK, vous changez les règles. Hey, j'ai reçu des textos, moi, de gens qui m'ont dit crime, faut que les filles se mettent à 2 pour te battre maintenant. Mais non, ouais, c'est pas ça. Je suis rendu l'underdog. Puis les gens aiment les underdogs. Et voilà. On leur a envoyé des messages pour qu'ils te l'envoient pour que tu te sentes bien. Non, ça, je te crois pas. Noël, une seule seconde. Moi, de mon côté, ma joueuse du temps des fêtes, en fait, j'en avais une avant les matchs, avant le match d'hier. Et là, j'en ai une deuxième à ajouter, puis ils rentrent dans la même catégorie, c'est-à-dire la catégorie des recrues. Les recrues, je disais tantôt, c'est un peu surprenant de voir Rory Gilday, une défenseuse de surcroît, première pointeuse du côté des recrues. Et c'est à se demander même s'il y a une attaquante qui va être nommée recrue de l'année cette année, parce que tu as Anna Murphy qui, bon, évidemment, qui a eu un match plus difficile hier contre New York, mais qui fait bien dans le filet, devant le filet du Torrent de Seattle. Tu as Rory Gilday qui fait bien. Tu as Hayley Wynn. Hayley Wynn à Boston. Choix c'était le choix, le deuxième overall, là, entre les deux choix de New York au dernier repêchage, là, entre Kaltunkova et O'Brien. C'est la défenseuse, puis on se rappellera dans quelles circonstances Boston qui avait tout perdu sa brigade défensive, sauf Megan Keller. Et puis là, Hayley Wynn, qui connaît quand même une très, très bonne période. Hayley Wynn qui... Juste son dernier match, OK? Juste vous expliquer un peu là, son dernier match. J'ai les stats ici devant moi. Là. Je vous dis ça. Là. Hayley Wynn qui a eu son premier but dans la LPHF. Donc, déjà là, c'est un gros moment pour elle. Elle a joué 31 minutes 29 secondes. C'est beaucoup de temps de glace. C'est pas un match en troisième période de prolongation. Là. Elle a eu 9 lancés. Elle a marqué dans les tirs de barrage. Donc, l'impact qu'elle a en ce moment avec le Fleet de Boston, c'est quand même assez impressionnant. Au total, cette saison, c'est 5 points en 8 matchs. C'est la deuxième fois qu'elle jouait plus de 30 minutes. Elle joue là, en moyenne. Là, elle n'a pas joué un match en bas de 23 minutes 49. C'est juste pour vous dire. Fou, hein? Donc, elle joue sur le même duo que Megan Keller, qui connaît, elle aussi, une excellente saison, qui a 8 points en 8 matchs, qui fait partie là, de celle qu'on disait qu'elles étaient à égalité avec Brianne Jenner. L'autre, c'est Kelly Panek à Minnesota. Moi, c'est pas j'ai pris comme défenseuse de l'année. Megan Keller? Tu as pris Keller. Oui, c'est ça. Megan Keller, oui, absolument. Je voulais juste vous le rappeler. Ah, OK. T'es rendu coquille comme ça, c'est correct. Mais pour vrai, Hayley Wynn, je pense que, tu sais, oui, c'est peut-être pas encore le nombre, mais c'est une défenseuse. C'est quand même 5 points en 8 matchs, qui est excellent. Mais c'est un apport qui va au-delà des points. Puis je pense que les 2 tiers, il reste un peu plus de 2 tiers à la saison. Je pense que ça va être une joueuse qui va être à surveiller. L'autre que je voulais vous parler, c'était Casey O'Brien, évidemment, qui a marqué 3 buts. Donc, c'est rare qu'on voit des tours du chapeau dans la LPHF. C'est encore plus rare de voir ça de la part d'une recrue. Alors, Casey O'Brien, qui est la récipiendaire, comme on l'a souvent dit, du trophée Patty Kazmaier, ça a été compliqué, ces négociations de contrat également de son côté. Puis là, finalement, son premier tour du chapeau, c'était ses 3 premiers buts de la saison. C'est quand même. Ouais, mais ça, je pense que ça va lui faire du bien quand même d'enlever cette pression-là parce que, tu sais, veut pas. On l'a mentionné, quand Kaltunkova a marqué, on a vu vraiment cette célébration-là qui disait finalement, tu sais, puis O'Brien, c'est un tir spectaculaire là, quand elle est rentrée, puis ça a été vraiment un beau lancer bien mérité. Puis on dirait qu'on l'a vu encore une fois, tu sais,
cette célébration-là qui dit « Hey, je l'ai compté, ce premier but-là, finalement. » Puis les deux autres, je pense que c'était en avantage numérique, si je ne me trompe pas, mais quand même, vraiment une belle performance de sa part puis qui a donné la victoire à son équipe. Puis je pense que ça va l'aider à cheminer puis à dire « Bon, ben regarde, le premier but est enlevé. Bon, aussi, le premier tour du chapeau, pourquoi pas, tu sais. » Mais ça va aider à New York parce que, tu sais, on regarde une fille comme Sarah Fillier qui s'est faite ramasser, d'ailleurs. Ah! Elle est revenue, elle est revenue là, au jeu, une chance. Mais quand même, là, hey, j'aurais pas voulu être à sa place, tu sais. Puis, j'espère, je fais une parenthèse, excuse-moi, Anso, j'espère qu'on va suspendre. J'espère qu'il va y avoir une suspension et non pas juste une amende de 250 $ comme on l'a vu. Rappelez-vous, l'année passée, on avait chialé beaucoup là-dessus. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, il a quasiment arraché la tête à pauvre fille. Non, c'est un coup vraiment à contre-courant. Ouais. Elle allait vraiment à l'inverse, en plein milieu de la glace. C'est sûr que, tu sais, puis je pense que les officiels ont quand même, ils ont donné une majeure puis ils l'ont sorti. Donc, je pense qu'il va avoir quand même une sanction qui va être assez majeure pour ce geste-là, parce que on veut pas ça dans la. Oui, c'est correct d'avoir une ligue qui est physique, mais quand c'est un contact qui est vraiment plus à la tête, qui est à contresens, ça fait la vitesse est quand même doublée, là. Donc, il faut faire attention à ça si on veut garder justement ces joueuses-là. Puis, on parle de Sarah Fillier qui est une fille qui est très essentielle, je pense, à l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques et à son équipe aussi de New York, qui d'ailleurs a quand même un lent début de saison, contrairement à l'année passée. J'ai l'impression que l'année passée, Sarah Fillier volait un peu plus. Là. Cette année, c'est plus tranquille. Oui, ben on se rappellera du duo Carpenter avec Fillier l'année passée qui avait connu justement un bon début de saison. Mais bon, ils ont fini dernier quand même. Alors que là, ben ils étaient sur une séquence de 3 défaites consécutives, ont gagné hier contre Seattle. Justement, bon, une victoire, je pense qu'il va faire du bien, mais c'est parce que c'est plus que ça. C'est sur la patinoire, ça se passe pas pour New York. Ils sont derniers, là, en tout cas, j'ai pas vérifié le classement, mais je peux le faire à l'instant. Bon, quasiment dernier. On a 9 points à égalité. Oui, ben, ils sont 6e. Sauf qu'ils ont 8 matchs de jouer. Exactement. New York et Vancouver ont 8 matchs de jouer. Ottawa a 9 matchs de jouer. Donc, Ottawa a 9 points en 9 matchs. Et on parlait d'eux tantôt sur une belle séquence. Ils sont quand même derniers de la Ligue, mais c'est quand même très serré. Là. Ottawa, Vancouver, New York, on a 9 points. Seattle en a 10. Montréal en a 11. Minnesota en a 12. Fait que t'es à 3 points de passer de la 8e à la 3e position. Donc, t'es à une victoire en temps réglementaire de vraiment bouger puis de faire partie des séries. Donc, c'est encore très, très tôt et très serré. On ne peut pas vraiment tirer encore énormément de conclusions. Par contre, ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est qu'à New York, les assistances, c'est compliqué. C'est compliqué à New York. Justement, c'est mon hot take. Bon, ben allons-y. Alors, le hot take du temps des fêtes, Anso, je te laisse aller. Ben, du fait que qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe-là depuis la saison inaugurale? On se disait, c'est très important quand on a une ligue professionnelle d'avoir une équipe à New York. Si on n'a pas d'équipe à New York, on n'est pas considéré, je veux dire, des vrais professionnels selon certains. Mais là, c'est que cette équipe-là coûte cher à la Ligue. Et là, on a un seul propriétaire. Donc, c'est correct que les autres équipes, où ce qu'on est capable d'amasser plus d'argent au niveau de la vente de billets qui va combler pour New York. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est pas la première fois qu'on en parle. On n'est pas capable d'aller chercher une audience qui est plus élevée que... Je ne sais même pas c'est quoi le maximum qu'on est allé chercher, 3500 partisans pour un match? Cette saison, tu veux dire, ou de façon générale? Ben, depuis le début, en général. La moyenne, oui. Écoute, New York... La moyenne, c'est peut-être 1000, 2000, gros max de moyenne. New York a eu 5000 à son premier match au Prudential Center en 2024. Donc, la première saison avait également eu 4459 au UBS Arena. Par contre, la moyenne comme telle de l'année, ça avait été 2496. En 2024-2025, New York a fait 4767 au Prudential. Ça, c'est la plus haute, mais la moyenne de l'année, 2764. Et là, ben, cette année, c'est 3517 2 fois et 1884. Pas le dernier match, l'avant-dernier match, 1884. Ça, c'est une des pires assistances. En fait, non, il y en a eu des pires. Là. Ils ont eu du 2005, du 2007, mais c'est comme... comment t'appelles ça? Le jour de la marmotte, là. Ça se répète d'année en année, là.
Mais c'est sûr qu'il va falloir, parce que là, éventuellement, probablement, le but, c'est de vendre des franchises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir acheter cette franchise-là de New York qui vaut, je ne veux pas dire grand-chose, mais tu sais, quand on regarde au niveau des revenus, les capacités de revenus, c'est quoi? C'est la vente de la merch, que j'ai pas les stats, je sais pas combien qui sont capables de vendre de chandail puis des choses comme ça, puis les billets. Mais là, il faut quand même que tu prennes en considération les coûts d'opération d'ouvrir un aréna de la Ligue nationale. Donc, est-ce qu'on devrait peut-être déménager cette équipe-là dans un aréna qui est plus petit, qui va coûter moins cher d'opération pour ouvrir, que ce soit les gens qui travaillent là, d'ouvrir l'aréna? Parce que si on continue comme ça, ben, on est en train de gruger les profits que les autres équipes gagnent. Puis, c'est pas nécessairement un modèle d'affaires qu'on veut avoir. Fait que la question à se poser, c'est que est-ce qu'on est tellement dans le trou avec cette équipe-là ou est-ce qu'on se tire dans le pied que si on enlève New York, si on enlève l'équipe les Sirènes de New York de la ville, est-ce qu'on se tire dans le pied aussi? Fait que c'est ça. Mais moi, je pense que faut déménager dans un endroit où on va mettre de l'avant vraiment le hockey féminin parce qu'il y a trop de sports. Tu regardes, je sais même pas, il y a combien, comme 15, 20 équipes professionnelles dans cette ville-là. Peut-être pas autant, mais on est peut-être pas loin du compte non plus. Il y en a 2 au baseball, il y en a 3 au hockey, il y en a 2 au basket, il y en a 2 au football. Fait qu'on est déjà rendu à 2, 4, 6, 9. Il y a la MLS, la WNBA. Il y en a là, des équipes, plus tout le reste, là. T'sais. Exact. Fait que c'est sûr que moi, je pense qu'il faudrait relocaliser cet endroit-là. Puis, tu sais, je ne sais pas s'il y a des endroits, j'ai pas fait des recherches à savoir où est-ce qu'il pourrait aller, mais c'est sûr qu'il faudrait relocaliser New York au détriment, en fait, de cette ligue-là, parce qu'actuellement, je trouve qu'on gruge des profits d'ailleurs, puis que c'est justement le modèle d'affaires n'est pas idéal. J'ai 2 opinions là-dessus. La première, c'est tous tes points sont valides. C'est juste que j'ai l'impression que pour aller chercher un meilleur deal télé aux États-Unis, ça te prend une équipe dans ce marché-là. Parce à quel point que les revenus de ça vont compenser pour le manque de personnes qui est là? Je comprends, mais pour aller chercher, je pense qu'au final, ça peut être profitable si tu es patient un peu parce que éventuellement, ce ne sera pas le nombre de billets vendus qui va être important, ça va être combien d'argent la télé est prête à te donner. Alors, tu sais, puis on le voit, là, tu sais, on le voit on le voit dans tous les autres sports majeurs, on le voit avec le UFC, avec la WWE. Tu sais, la WWE, là, va faire des profits, peu importe le nombre de spectateurs qu'ils vont attirer, tu sais, à leurs différents shows. Le sport professionnel était peut-être un petit peu différent à ce niveau-là, mais quand même, c'est tellement d'argent maintenant, la télé, puis quand je dis télé, c'est streaming service aussi maintenant, que ça vient compenser, je pense, mais il faut que tu sois patient. Donc, est-ce que le modèle d'affaires présentement... Combien de temps? Ben c'est ça. Est-ce que tu te dis, OK, regarde, voici ce qu'on perd avec New York en ce moment. Est-ce qu'on est prêt à attendre jusqu'à la fin de la convention collective, donc jusqu'à la fin des 8 premières années, puis après ça, on prendra une décision. T'sais? C'est peut-être ça. Longtemps, là. Je suis d'accord avec toi. L'autre aspect de ce que tu dis où j'ai une opinion par rapport à ça, c'est est-ce que l'année prochaine, la Ligue serait pas mieux d'amener 3 nouvelles équipes? Parce qu'on veut arrêter à 12. Là. On veut topper à 12. Est-ce qu'on serait pas mieux d'amener 3 nouvelles équipes au lieu de 4 et de se garder un possible transfert de New York l'année suivante ou l'autre année d'après? Parce qu'une fois que tu as tes 12 équipes, ben, tu peux toujours transférer une équipe si tu veux. Mais en même temps, regarder les assistances du côté du Takeover Tour, puis c'est pas tous les marchés là, qui sont des marchés de hockey féminin non plus. Là. Donc, à un moment donné, il n'y en aura pas 20 marchés de hockey féminin dans lesquels tu peux aller. Donc, si tu en prends déjà 4 l'année prochaine, puis là, tu espères transférer New York dans 1 an ou 2, est-ce que tu vas retrouver un autre marché est-ce que tu vas le regretter, en fait, de ne pas peut-être garder une carte dans ta manche. Maintenant, je ne sais pas. La question à se poser, c'est que si, admettons, on prend 4 équipes, les deals télé vont générer probablement plus d'argent aux États-Unis qu'au Canada. Donc, est-ce qu'on serait mieux d'aller chercher 3 équipes américaines puis de mettre seulement une équipe canadienne? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Parce que les deals télé veut pas,
puis tu connais ça plus que moi, mais on est capable d'aller. Je pense qu'ils ont plus de budget aux États qu'au Canada. 100%, mais c'est par contre plus. Oui, mais c'est plus chargé aux États-Unis. Tu sais, l'offre, les stations de télé, les streaming servers sont beaucoup plus sollicités pour du sport aux États-Unis qu'ils sont au Canada. Mais ils ont plus d'argent aussi. Donc, oui, tu as raison. Par contre, à un moment donné, je pense que c'est de trouver la bonne balance dans tout ça. Et veut pas, les marchés canadiens sont très, très bons au niveau de la vente de billets, au niveau de publiciser ces équipes-là, de faire rayonner le sport, parce que justement, on peut montrer des belles images d'aréna pleine, regarder ce qui se passe à Vancouver. Tu sais, la clé là-dedans, c'est de trouver les bons marchés. C'est de trouver des marchés. Tu sais, il ne faut pas que ça devienne la CFL, il ne faut pas que ça devienne une ligue canadienne. Là. C'est pas ça le point. Mais il faut que ça devienne une ligue où on va avoir des marchés qui vont aller chercher des revenus. Que ce soit par la vente de billets, que ce soit par la télé, puis c'est de trouver le bon ballon là-dedans. Et New York... Mais tu crois que New York, c'est le bon marché? Moi, je pense que ça te prend New York pour aller chercher un plus grand intérêt. Regardez juste les codes d'écoute, par exemple, des séries mondiales. Ça va toujours augmenter quand il y a Los Angeles ou New York qui sont là, parce que c'est des gros marchés, c'est un gros bassin de population. C'est la même chose dans tous les sports professionnels. Ce sont des New York, LA, c'est souvent les deux marchés qui sont mis de l'avant parce que c'est là qu'il y a le plus de monde. Puis, si tu n'as pas ça dans ta ligue, je pense que tu tires une balle dans le pied dans le sens où tu ne vas pas chercher le maximum de revenus que tu peux aller chercher au niveau de tes ententes. Maintenant, c'est ce que je ne connais pas, puis ce que la Ligue, j'espère, connaît, puis j'espère que je suis sûr qu'un Stan va connaître ces chiffres-là. Mais au final, c'est combien tu perds avec New York et est-ce que tu es capable d'absorber ces pertes-là pendant quelques années, pendant 3, 4, 5 ans encore, dans l'espoir d'aller chercher un deal télé puis d'avoir New York dans ta ligue. Si la réponse est oui, que tu peux éponger ces pertes-là, ben fine. Si c'est trop... regardez le discours de... Puis ça, c'est une des choses qui me met la puce à l'oreille, que je pense que je suis le bon filon là-dessus. Regardez le discours qu'Amy Scheer a eu par rapport à Ottawa. Si on reste dans cette arène-là, une fois rénové, puis qu'on perd 2-3 000 sièges, on ne pourra plus rester là. Alors que la Ligue n'a jamais eu ce discours-là pour New York en 2 saisons complètes et début de 3e saison. Au contraire, je me rappelle encore du discours de Jenna Efford à Verdun, au match d'ouverture à Verdun, qui s'est fait questionner sur les foules à New York qui étaient 2000 spectateurs, puis elle a répondu « c'est plus qu'on s'attendait ». Ah, bon, mais si on fait des prédictions ou des prévisions de revenus par rapport à un certain nombre puis que ça l'excède, tant mieux. Mais si on compare, exemple, comme à Montréal, ouais, comme à Vancouver qu'on a, bien, c'est sûr que c'est décevant. Après ça, le reste, comme tu dis, c'est business. Là. Fait que c'est sûr que si on est capable d'éponger ces pertes-là puis que le deal télé va arriver puis que ça va donner beaucoup plus de revenus, OK, on le laisse. Sauf que à quel point, je pense qu'il va falloir apprendre, peut-être travailler beaucoup plus au niveau de la présence médiatique pour que les gens aient un sentiment d'appartenance à ces équipes-là. Parce que tu parles des équipes de baseball, que ça fait des années que ça existe. La LPHF, ça fait 3 ans, tu l'as mentionné, c'est une ligue qui est à court terme. Si l'équipe ne performe pas, tu sais, on a vu dans les 2 premières années, l'équipe est en bas de classement, c'est certain que ça va être un peu plus difficile. Fait que peut-être qu'il y aura plus de travail qui devra être fait par rapport à ça. Mais si, au final, New York est capable de générer des profits de télé, ben, on le laisse là. C'est juste plate, je trouve, pour les filles qui jouent, qu'il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui viennent les voir dans un after qui est immense, qui fait comme s'il y a 50 personnes dans un aréna. Et tu as raison là-dessus. Et je te dirais, puis on va conclure le New York là-dessus, c'est la meilleure façon de créer un sentiment d'appartenance, c'est de gagner. Exact. Mais là, il faut que New York commence à gagner. Tu comprends? C'est ça. Et c'est peut-être ça aussi. On se laisse peut-être une marge de manœuvre aussi pour voir, bon, ben regardez, là, on est capable de mettre un produit qui est capable de finir, de faire au moins les séries. Tu sais, puis de voir en série, il n'y a jamais eu de série à New York. Tu sais, d'un coup, qu'en série... Mais pas cette année en série, parce que tu tes amis en série. Fait que ça va commencer
En 2026-2027. Tu sais, quand nos prédictions puis un super au resto est plus important que l'avenir d'une franchise de la LPHF. J'adore. Toi, Kim, ton hot take du temps des fêtes, c'est quoi? Ben moi, c'est en lien avec la tournée. Fait que l'assistance très décevante pour Edmonton, Dallas et Chicago. Edmonton, si on compare à l'année passée, OK, le 16 février, l'année passée, 2025, ils ont eu 17 518 personnes dans les gradins. Cette Ouais. année, un 27 décembre, qui est quand même bien le temps des fêtes, les familles sont présentes, un petit cadeau de Noël, 10 264. C'est une diminution de 41%. C'est énorme quand tu veux tester un marché, puis tu te dis, OK, il y a une année, on fait du 17 000. L'année d'après, tu t'attends d'avoir le même engouement. Tu sais, ils viennent une fois par année dans ta ville. Ils viennent 2 On fois diminue. cette année à Edmonton, par contre. Ben, on va voir la deuxième fois, Ouais. OK? Mais tu sais, une fois en 2025, une fois en 2026, diminution de 41%. Pour vrai, moi, ça me met un doute de dire est-ce que Edmonton est vraiment un marché pour cette ligue-là, pour les prochaines équipes, tu sais? Ensuite, si on regarde Dallas, le 28 décembre, on a eu 8 514 et Chicago, le 21 décembre, 7 238. Fait que, tu sais, on s'attend à avoir plus de monde parce que tu te dis, crime, c'est pas des matchs à toutes les semaines, c'est un match, t'attires le plus de personnes possible pour un événement, puis t'es même pas capable d'atteindre du 10 000 et plus on parle de Chicago, Dallas. J'ai été étonnée parce que je m'attendais que ça allait poigner un peu plus cette tournée-là. Moi, je te dirais, de tout ce que tu viens de dire, ce que j'ai été le plus déçu, c'est Chicago. À Ah ouais? 7000 spectateurs, parce que Chicago est vu comme un marché potentiel. Je pense qu'on aimerait vraiment avoir une équipe à Chicago parce qu'elle est bien située dans le Midwest américain, une porte vers l'Ouest également. Puis, tu sais, c'est un gros marché. Tu sais, on parlait tantôt de New York, LA, ben, tu as Chicago qui est au centre. Et 7000, j'ai trouvé ça décevant. Surtout quand tu regardes Détroit qui a réussi à faire du 13 000. 14 000. Ben, 14 000, exactement. Même Dallas, puis Dallas, je veux dire, il y a comme on dirait que les dernières tournées, l'année passée, majoritairement, là, on dirait qu'il y a un barème de 10 000 qui est comme le chiffre magique à atteindre. Puis en bas de 10 000, on va trouver ça décevant. Dallas, à 8 000 quelques, oui, c'est décevant, mais c'est Dallas. Je m'attendais à ça, ou en tout cas, je m'attendais pas à ce que Dallas soit plus que Chicago, je vais le dire comme ça. Tu sais, pour moi, Chicago est vraiment le plus décevant. Edmonton, puis là, à quel point ça a changé quelque chose, je ne sais pas. À Edmonton, de ce que j'ai lu, il y avait vraiment c'était pas une belle température, là. C'était en fin de semaine, là, à Edmonton. C'est en même temps, je ne me trompe pas, que le match. Samedi, ouais. C'était samedi. Ouais. Et la température était vraiment pas clémente. Maintenant, à quel point c'est venu couper de 7000 l'assistance avec l'année passée, ça, j'y crois pas. Regardez juste Montréal, là. Montréal, c'était 18 107. Donc, plus que l'année passée. Heureusement. Rappelez-vous, on se questionnait l'année passée à savoir si la tendance était à la baisse, parce que la première année, on a fait 21 000. Ben là, on a remonté là, avec l'année passée. Mais entre dimanche, pas dimanche, le match était samedi. Donc, entre vendredi soir et la journée du match, ce qu'on appelle le walk-up crowd, c'est-à-dire la foule qui achète des billets la journée même, c'est presque inexistant. Là. Moi, vendredi soir, je savais déjà qu'on avait plus ou tout près de 18 000 billets distribués. Là. Et on a fini à 18 107. Donc, c'est très, très peu. C'est quelques centaines de personnes de plus qui se sont ajoutées. Si on prend le même ratio puis on l'amène à Edmonton, la température a peut-être pas permis d'avoir le maximum, mais c'est quoi? C'est 1 000 personnes de plus? 2 000? On n'aurait pas eu 7 000 personnes qui se seraient présentées là la journée du match et qui ne l'ont pas fait parce que la température n'était pas clémente. Donc, dans tous les cas, je pense qu'Edmonton est aussi décevant. Je suis d'accord avec toi. Par contre, Edmonton a eu les séries de la rivalité. 2 matchs de série de rivalité il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça vient faire en sorte que, ben là, on leur en a demandé beaucoup au marché en peu de temps? Les fans se sont peut-être dit, bon, ben là, on va choisir Canada-États-Unis ou un match de la LPHF, surtout qu'on revient à Edmonton plus tard dans la saison. Fait, il y a quand même certaines explications. Peut-être pas je vais dire des excuses, mais des explications. Cela dit,
moi, si je suis la Ligue, je trouve juste ça un peu inquiétant. Tu fais juste, OK, est-ce que Edmonton... La solution, je vais vous la redire. Pour moi, la solution, puis je l'ai déjà dit ici, c'est d'avoir une équipe qui couvre l'Alberta. L'Alberta, je pense, est une excellente province pour le hockey féminin. Pour le hockey, point. Il y a plusieurs équipes juniors qu'on retrouve dans la province de l'Alberta. Tu n'es pas obligé de... Tu sais, il y a Calgary Edmonton, c'est Montréal-Québec. Tu n'es pas obligé de séparer ce sentiment d'appartenance-là. Tu appelles ça les Oilers de l'Alberta. Évidemment, pas les Oilers, là, vous comprendrez, mais tu appelles ça l'équipe de l'Alberta. Puis, ça te permet de peut-être même faire des matchs à l'extérieur des gros marchés d'Edmonton et Calgary pour aller chercher l'intérêt des gens. Tu sais, l'idée que Kevin avait de la force, c'était ça, là. C'était de faire des matchs de hockey un peu partout au Québec dans l'espoir, justement, d'aller chercher le plus gros bassin de fans de hockey féminin possible. Donc, je pense que ça pourrait être une belle solution. Puis ça demeure une belle porte d'entrée pour l'Ouest. Tu sais, c'est un beau stop à faire en direction de Vancouver. Donc, mais ça va 1 an, mais faire ça toutes tes saisons, tu sais, veux pas, pour les joueurs aussi, c'est fatigant. T'es jamais à la maison. T'es toujours sur la route. Puis les fans, tu sais, ils vont pas toujours se déplacer. Fait que t'as toujours comme une nouvelle base de fans dans les différentes villes. Mais, tu sais, quelqu'un qui veut suivre l'équipe à temps plein, acheter des billets de saison, on ne peut pas, là. ben, tu as raison, tu peux faire ça 1 année ou 2, mais le but, c'est de finir par rallier la province au complet pour qu'elle se déplace justement vers le gros marché qui sera Edmonton. Puis tu peux quand même garder un match ou 2 dans l'année à Calgary. Tu sais, à Montréal, là, ils décideraient de ne pas avoir de franchise de la LPHF, mais d'avoir 2 matchs par année à Québec. Puis je pense qu'il n'y a personne qui serait mécontent de ça. Tu as juste tes billets de saison en conséquence, mais en même temps, je pense que ça se fait et tu pourrais faire quelque chose de similaire du côté de l'Alberta. Mais cela dit, tu as raison. À part Halifax, qui a été vraiment un coup de circuit là, du côté du Takeover Tour, j'ai des réserves. J'ai hâte de voir ce que le deuxième match à Chicago va faire. C'est qui les deux autres matchs? L'autre match à Halifax, les 2 équipes qui s'affrontent, tu sais-tu? Oui, j'ai ça pas Parce que, tu sais, loin. là, on avait Montréal, Toronto. Pour Toronto, on avait Blair Turnbull, on avait l'entraîneur Troy Ryan qui vient de là. On a Corey Chevery qui vient de là. Tu sais qu'on avait quand même des locaux qui s'affrontaient. Ouais. Moi, ma question, c'est, admettons qu'on a 2 autres équipes qui ont peut-être moins d'appartenance. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher une aussi grande... Moi, je pense que oui. Halifax, c'est une ville de hockey, là. C'est le 11 janvier. C'est le 11 janvier, donc c'est en même temps que la partie à Québec, au Centre Vidéotron. C'est Ottawa contre Boston. OK. Et on peut regarder, tu sais, les constats j'essaie de voir ici, là, et je te dirais, de ce que je vois, la vente de billets semble quand même bien aller, là. Oui, il reste des billets, là, mais j'ai pas l'impression qu'il en reste une tonne. Donc, je pense que ça pourrait être... je pense qu'on a une chance de faire au moins 10 000 là, pour ce match-là. OK. De ce que je vois là, sur Ticketmaster. C'est quand même bon parce que, tu sais, Montréal joue à Québec. Donc, il y a des gens qui pourraient, tu sais, des parties, là, je vais-tu voir jouer la victoire à Québec ou... malgré qu'Halifax, Québec, c'est quand même loin. Non, mais comme exemple, si je prends des gens du Nouveau-Brunswick, là, tu sais, dans le nord du Nouveau-Brunswick ou, tu sais, dans cette région-là, t'es à peu près 4 heures de Québec, t'es à 5 heures d'Halifax, tu choisis lequel, tu sais. Justement, au Centre Vidéotron, là, de ce que je vois, le lower bowl qu'on appelle, là, c'est-à-dire mettons, oublier là, les niveaux 200 et 300, il reste... Les rouges. Les rouges. Les rouges. Il reste, je pense, moins de 10 billets. Là. Ah, donc, c'est bon. ça, c'est pour Québec. C'est ceux qui ont beaucoup d'argent qui sont en bas. Oui, mais c'est quand même, ça coûte quand même moins cher d'aller voir le Canadien dans les mêmes sièges. Mais tu le mentionnais dans un balado précédent que tu avais peur justement que le match du Centre Bell du 27 était trop proche du match de Québec. Puis là, tu sais, on voit quand même un engouement parce que les gens semblent être au rendez-vous là, selon ce que tu nous dis. Absolument. Absolument. Donc, j'ai hâte de voir l'assistance finale. Je pense pas qu'on va attirer la même chose qu'on a attiré l'année passée. Je pense qu'il va y avoir une baisse. Ce qui est normal. On a vu une baisse au Centre Bell également l'année passée. Mais je pense qu'il va quand même avoir une foule considérable. Là, ce que j'ai hâte de voir pour la tournée, pour la grande tournée, là, le Takeover Tour, c'est par exemple Winnipeg.
qui pourrait aussi servir de porte d'entrée vers l'Ouest. Qu'est-ce que Winnipeg va faire? Il y a déjà eu des grosses foules à Winnipeg pour du hockey féminin international dans le passé. Chicago, on y retourne au mois de mars. J'ai hâte de voir la deuxième fois à Chicago. Est-ce qu'on va changer la stratégie marketing d'ici là? Calgary également va avoir son match. Tu sais, je parlais tantôt de l'Alberta, ben là, il y en a un autre à Edmonton au mois d'avril. Il y en a un à Calgary aussi une semaine avant. Les deux sont une semaine d'écart un de l'autre. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça va donner là aussi. Dallas a eu sa chance. Je pense pas qu'on va aller vers Dallas. Je pense pas qu'on est prêt à aller à Dallas là, de ce côté-là. Et de ce que j'entends, Washington, ça va très bien la vente de billets. Il pourrait peut-être être le marché américain là, où on attire le plus de personnes en tout cas, juste à présent. Denver, il y a également Denver qui va avoir 2 matchs. Puis ça aussi, là, Denver et Edmonton, c'est mes 2 choix pour avoir, s'il y a juste 2 équipes, c'est mes 2 choix pour avoir une équipe. Il y a Hamilton mais Washington, j'aime bien ça. Washington, j'aime bien ça comme équipe. Puis il y a Hamilton aussi qui va avoir sa chance. Puis ça, c'est intéressant parce qu'à Hamilton, ben, ça s'en vient, en fait. Là. Il y a Détroit, c'est le 3 janvier. Hamilton, ça s'en vient aussi. Là, les deux, c'est le 3 janvier. Puis ce qu'on a décidé de faire à Hamilton pour essayer en plus d'attirer une équipe, c'est on va avoir mis le logo de la LPHF au centre de la patinoire. Ça, donc, c'est quand même on veut. Fait, imaginez si jamais on avait Hamilton-Détroit, en plus d'Edmonton, Denver, ben ça t'ouvre ta porte vers l'ouest. Et Hamilton-Détroit, ça demeure un équilibre canadien, Canada-États-Unis. Et ça te fait 3 marchés qui sont dans l'Est, Toronto, Hamilton, Détroit, où tu peux créer des rivalités. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voyons voir la foule qu'on va être capable d'attirer le 3 janvier prochain. Mon hot take à moi, la série de la rivalité. Là, à un moment donné, là on a fini la série de la rivalité. Les Olympiques s'en viennent. C'est un concept qui ne doit plus revenir. Ou en tout cas, minimalement, qui ne doit plus revenir durant le calendrier de la LPHF. Je vous explique, là, puis ça m'a sidéré. On était à l'entraînement au Centre Bell le vendredi, donc juste avant le match. Et il y a un de mes collègues de la presse canadienne, Michel Lamarche, qui pose une question, puis c'est là que j'ai réalisé, il dit, il y a eu les joueurs qui ont fait d'équipe Canada, ils sont partis d'Edmonton, ils ont été à Halifax, ils sont partis d'Halifax, ils ont été à Vancouver, Seattle, pour revenir à Montréal. Tout ça en l'espace de 8-9 jours. Fait qu'ils ont traversé le pays 3 fois. Parce que la série de la rivalité se déroulait à Edmonton, puis ça leur a demandé ce voyage supplémentaire-là, partir d'Edmonton à Halifax pour ensuite retraverser, pour ensuite revenir. En plus d'avoir, veut pas jouer ces 2 matchs-là. Et regardez le match au Centre Bell. Premièrement, la veille, les équipes disaient... les équipes disaient que c'était, pas les équipes, mais Corey Chevery disait la fatigue, ben oui, mais tu sais, je pense pas que ce soit vraiment un facteur pour notre défaite à Seattle, alors que le discours était complètement différent après la partie contre Toronto samedi. C'est oui, l'équipe est fatiguée. Et moi, quand je regarde les stats, l'équipe est fatiguée. Les joueuses d'équipe Canada sont fatiguées. Marie-Philippe Poulin et Laura Stacey, -2. Ça arrive pas, là. Marie-Philippe Poulin, je pense que c'était la 5e fois depuis le début de sa carrière dans la LPHF qu'elle faisait -2 ou pire dans un match. Ensuite, Erin Ambrose a connu un match correct, mais sans plus. Puis a joué 18 minutes seulement. C'est son plus faible temps de jeu cette saison. C'est censé être ta défenseuse numéro 1. Nicole Gosling, invisible. Nicole Gosling, là, il va falloir avoir une discussion à un moment donné parce que quand tu regardes Rory Gilday, quand tu regardes Hayley Wynn, elle, c'est la 3e défenseuse à avoir été repêchée et elle n'offre pas la même performance que ces deux-là, là, jusqu'à présent. Là. Mais vraiment pas, là. Et d'ailleurs, je serais très surpris de voir Nicole Gosling avec l'équipe Canada, là. Moi, elle ne fait pas partie de mon alignement, là, jusqu'à présent. Là. Ben, pas avec. Surtout si Gina dit que les performances dans la LPHF vont être analysées. Moi, elle ne m'a pas impressionné non plus. Autant au côté défensif qu'offensif, j'ai l'impression que c'est des erreurs qu'elle fait, puis c'est ça, c'est pas à ce que je m'attendais, justement, comme les 2 autres que tu as mentionnés.
où on a des 30 minutes par match. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas c'est quoi. C'est quoi qui manque, je le sais pas, mais il y a un petit quelque chose qui manque. Et est-ce que c'est aussi tout simplement le step qui est plus haut pour elle entre la NCAA puis le professionnel? Tu sais, c'est peut-être ça. Peut-être. Puis tu as Anne-Renée Desbiens qui n'a pas connu nécessairement un mauvais match, mais en même temps, je pense qu'il aurait bien aimé revoir le deuxième but qu'elle a accordé. Tu sais. Fait que quand tu regardes tout ça, ben le constat que j'en fais, c'est pas de série de rivalité, là. Ça permet à l'équipe, d'espacer plus ses matchs. Là, ça te permet à la personne qui fait le calendrier de mieux espacer les matchs, parce que là, on a joué 3 matchs à travers aux extrémités du Canada. Là, on a joué 4 matchs en très peu de temps. Et en plus, avec les Olympiques, le calendrier est encore plus condensé, donc ça fait que c'est pire. T'as raison. Et ce qui fait en sorte que, ben là, on a de la fatigue du côté de la Victoire de Montréal, du côté des joueurs qui ont fait ce voyagement-là. Imaginez, là, c'est 15 000 kilomètres là, en peu de temps. Tu as le temps d'être fait à travers tout ça. Et comme Corey Sherry l'expliquait aussi dans son point de presse après la rencontre de samedi, ça permet pas, ce voyage-là n'a pas permis d'avoir des vraies pratiques. Des pratiques d'avant-match. Mettons la veille d'un match, le matin d'un match. Qui ne sont pas des pratiques qui sont normales ou qui sont où tu vas travailler sur des aspects à améliorer de la même façon. Et entre autres, le power play à Montréal est inexistant. Là, ça aussi, là, c'est 0-13 à ces 4 derniers matchs. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Puis ce que Corey expliquait, c'est oui, les prochains jours de congé, parce que le prochain match, le 2 janvier, vont être nécessaires pour que l'équipe regagne un peu d'énergie, mais également pour faire des vraies pratiques où on va pouvoir travailler sur des aspects du jeu qui sont améliorés. Donc, série de rivalité, si elle n'est pas là, ça vient régler un paquet de problèmes. Là, je comprends, on ne voulait pas trop brasser les choses avant la série, avant les Olympiques, mais là, une fois les Olympiques passés, là, je veux dire, série de rivalité, là, gardez ça pour les entre-saisons. Puis je comprends qu'il y a un aspect pécuniaire là-dedans. Là. Je comprends que Hockey Canada, USA Hockey, puis les joueurs, ça sépare les revenus, puis c'est un bonus de plus. Là. Mais vous êtes censé être une ligue professionnelle où, techniquement, vous allez gagner votre vie avec ça. Il faut que la LPHF devienne cette priorité-là et non pas des compétitions internationales qui veulent absolument rien dire maintenant. Il y a le championnat du monde, il y a les Olympiques. Tu peux amener des plus jeunes pour la relève, là, pour les préparer. Là. Fais une équipe de développement. Envoie ton équipe de développement. J'ai aucun problème avec ça. Envoie tes 22 ans et moins ou des joueurs universitaires, puis donne-leur cette expérience-là. Aucun problème avec ça. Tu n'attireras pas les mêmes foules. Mais si tu veux absolument créer un match Canada-États-Unis, vas-y avec ça. Mais en même temps, si tu envoies les universitaires américaines, tu as vu les écarts du 10-4 quand tu envoies tes meilleures Canadiennes. Imaginez si c'était les meilleures universitaires canadiennes. Est-ce que tu veux vraiment exposer ton produit à ce point-là? Mais tout ça pour dire que tu peux le faire. Là. La saison, elle est de fin novembre à mai. Si tu veux faire ça en septembre, 2-3 matchs Canada-États-Unis, si tu veux le faire en octobre, tu veux profiter du début de la LNH pour envoyer du hockey féminin à la télé, vas-y. Vas-y à ce moment-là. Déjà que les championnats du monde vont être en novembre. Fait que si tu veux faire des matchs préparatoires en septembre puis en octobre, pas de problème. Mais venez plus enlever des matchs, des espaces dans le calendrier de la LPHF pour ça. D'accord, ça va prendre une nouvelle formule. Une nouvelle formule pour l'an prochain. Exact. Allons-y, avant de terminer l'édition du Temps des Fêtes, de nos prédictions. Tout d'abord, les résultats. Les résultats, oui. C'est toujours intéressant. Ça a été une semaine où, en tout cas, nos dernières prédictions assez serrées. Alors, Kim, tu as eu 7 points dans dans nos dernières prédictions. Anso 6 et moi 5. Ce qui fait que Anso est toujours la meneuse avec 18 points. J'en ai 16 et Kim en a 15. Donc, ça se resserre, là. Fait qu'à 2, on te bat. Alors, si vous voulez y aller de votre 2 contre 1, là, c'est 33 contre 16. Là. C'est le double. On te bat pareil. Là. Je te bats pareil, Pat. Pas besoin. Mais c'est à 2 points au moins. Je te bats aussi. Bon, ça y est. Bon, ça c'est des prédictions là, qui ne tiendront pas la route. Commençons Montréal-New York. Montréal reprend le collier le 2 janvier. Allons-y avec ça. Montréal-New York, 2 janvier. Hey, mais avant qu'on dise ça, là, début, on disait qu'ils n'avaient pas marqué beaucoup. Là. Il y en a, là. Les over 5.5, il y en a eu combien dans les derniers matchs? Oui, mais ça s'est rééquilibré.
Ben, il y en a eu dans le segment que nous, on a fait, il me semble qu'il y en a eu pas mal de buts. Il y en a eu 4. Il y en a eu 4. Je le sais, j'en revenais pas. C'était quoi? C'était un match sur... Combien qu'on avait fait de prédictions? Je les avais, là, mais il y avait eu 7 matchs consécutifs avec moins de 5,5 buts. Et là, nous, tu vois, là, il y a eu, depuis nos dernières prédictions, il y a eu Minnesota qui a battu Boston 5-2. Montréal a battu Vancouver 4-2. Toronto a battu New York 4-3. Puis il y a eu Ottawa qui a battu Toronto 4-3. Mais, à part le match d'hier, là, ensuite, tu as eu Seattle 2-1, Ottawa 3-2, Toronto 2-1, Minnesota 2-1. Et c'est encore difficile, là. C'est encore difficile. Là. Le nombre de buts, là, je l'ai à jour, là, parce que c'est une stats qui m'intéresse. Vous savez, je suis un gars de stats. Mais le nombre de buts cette année par match, c'est 4,36. L'an passé, c'était 4,90. Puis il y a 2 ans ou 2 saisons, c'était 4,74. Vous allez me dire, c'est pas tant moins, mais quand tu n'en as même pas 5 par game, c'est quand même significatif. Là, on se rapproche du 4 au lieu de où on s'éloigne du 5. Vous voyez ça comme vous voulez, là. Ouais. Alors, c'est sûr que, puis je le dis, je le répète, là, les gardiennes de but, regardez Hélène Chouli, là, à Montréal contre Toronto. Premier match au Centre Bell, premier match contre son ancienne équipe, elle a accordé juste un but. Des bonnes deuxièmes. Ça a été quand même cool pour Hélène Chouli, tu sais, elle l'a vécu de l'autre bord, là. C'est sûr qu'elle était sur le banc, mais quand même, elle a vécu le Centre Bell, puis là, ben, t'affrontes ton ancienne équipe, puis elle a super bien, bien gardé les buts, là. Oui, mais tu sais, tu connais Hélène, une femme de peu de mots. Et en point de presse, on sentait qu'elle était contente, mais c'est ça. Elle n'a pas commencé une déclaration pleine d'énergie, un peu comme Laura Stacey pourrait nous donner à l'occasion, mais elle semblait très, très, très satisfaite de son match. Troy Ryan était très satisfait de son match également. Puis je pense que ça nous démontre justement qu'il y avait beaucoup de bonnes gardiennes de but qui ne jouaient pas ou qui ne jouaient pas beaucoup dans les 2 premières saisons. Puis là, tu ajoutes à ça une Anna Murphy qui est en train de déloger Corinne Schroeder comme première gardienne de but à Seattle. C'est quand même fou, ça. Ben tu sais, ça fait juste ajouter à tout ça. Montréal, New York, 2 janvier. Plus ou moins 5,5. Moi, je jouais avec plus. On va commencer avec Kim. Ben, c'est mon nom en premier sur la liste. Ben oui, t'as raison. T'as dit plus? OK. Oui. Ouais, moi aussi, je vais aller avec plus. Bon, moi, je vais aller avec moins. Qui va marquer dans le match, Kim? Est-ce que Jade, elle va jouer? Écoute, des photos que j'ai vues, parce qu'évidemment, avoir des updates sur l'état de santé des joueuses, c'est comme essayer d'avoir un rendez-vous avec le pape. C'est très, très, très difficile à avoir. T'allais dire avec un médecin de famille. C'est la même chose. Mais j'en ai un maintenant. J'ai eu une lettre avant les fêtes comme quoi j'avais un médecin de famille. Mais des photos que j'ai vues, elle n'a plus son attelle au doigt. Puis elle était sur la patinoire. Elle était sur la patinoire vendredi. J'ai un autre genre? Un backup. Quand j'ai posé la question à Corey Chevry, est-ce que Jade et ou, comment elle s'appelle, Lina Youngbloom pourraient jouer à New York ou au retour à la Place Belle, elle n'a pas fermé la porte à l'idée. D'ailleurs, puis ça, on en parlera au prochain podcast, si ça n'a pas déjà été décidé. Montréal va avoir des décisions à prendre. Là. Parce que si Jade revient, le 4 Dubois est revenu, et puis si Lina Youngbloom revient, ça veut dire qu'il y a une joueuse qui doit aller sur la réserve. Sur la réserve. Et il y en a une de trop. Et il y en a une de trop. Il y a une réserve qui doit sortir, ouais. Ben, il y a quelqu'un qui va carrément perdre son travail, là. Si elle n'est pas choisie par une autre équipe, là. Il y a toujours cette possibilité-là, mais sinon... Y a-tu de l'assurance chômage? C'est 1 mois de salaire de plus. C'est un préavis. Pour leur timbre. Ouais. Alors, je te dirais d'y aller... OK, je te mets Jade si elle joue, mais choisis-en une autre. OK, sinon je vais prendre Poulain. Poulain. Parfait. Anso? Je vais prendre... Ben, j'ai le goût de prendre Casey O'Brien, elle a fait 3 buts. Ben oui, évidemment. Moi, je vais y aller avec... Je vais aller du côté de New York. Je vais aller avec Sarah Fillier, qui a toujours bien joué contre Montréal. Qui va gagner, Kim? Montréal.
Je prends pas Filier. Je sais pas Filier si à quel point il va avoir. Non, encore une Non, non, chance. mais le match du 31 décembre n'est pas passé. Là, on tourne ça le 29 décembre. Fait que je ne sais pas si Filier, à quel point elle va s'être ressentie de cette mise en échec-là qu'elle a subie. Je vais y aller avec plutôt Kaltunkova. Tiens. Hey, Non! Jessie, c'est Ah bon. non, 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 j'ai un meilleur choix de ça. Christine O'Neill. Christine O'Neill, c'est son long. ancienne équipe. Hey, Bon, ça a rien pris 3 patience, choix là. avant qu'il change, là. Ben oui, puis moi, je prends Jade, mais au cas où, hey. Ben, Ben là, c'est legit comme question, là. Qui va gagner, Anso? Je vais aller avec New York. Tu vas aller avec New York. Mm. Je vais y aller avec New York, moi aussi. Ah, Pat. un point facile. là. Minnesota, Ottawa, le 3 janvier. Et, hein? Ouais, hein? Moi, je vais Ben, avec vas-y, Kim. Minnesota. Ah non, Non, là, c'est mais over, c'est under. over-under, là. Suis les Under. Elle va suis en les décroissant. estis de colonnes, là, au lieu de me critiquer. Under. Under, Anso. Ouais, je vais y aller under. Moi, je vais aller over. Qui va marquer dans le match, Kim? Moi, j'y vais avec Curls. Britta Curl. Meilleure marqueuse? Pas meilleure marqueuse. Pointeuse. Oui, c'est la meilleure Pointeuse. pointeuse, hein? Oui, c'est ça. Pointeuse, mais pas marqueuse. Non, non, tu as raison, mais c'est la meilleure, right? C'est pas. Oui, ouais. Bon, parfait. Vas-y donc. Moi, je vais avec Kendall Coyne Schofield. Bon Kendall choix. Coyne. Ben, moi, je vais aller avec l'autre. Je vais y aller avec. Oups, attends, toi, t'as dit Curl, toi, t'as dit Kendall. Et moi, je vais y aller avec. Voyons, Kelly Panic. Les deux meilleures pointeuses. Qui va gagner? Comme avec tout ça, si vous ne prenez pas Minnesota, il y a un problème. Là. Ben, Minnesota, comme j'ai commencé. Toi, Pat? Moi, je vais être Minnesota. Ouais, moi aussi. Ah. J'aime beaucoup Ottawa, là, ces temps-ci, mais je pense que Minnesota va vouloir leur revendre leur dernier match. Seattle-Toronto, le 3 janvier à Hamilton. Over-under 5.5. Je vais y aller. Ouais, je vais commencer. Oui, je suis capable de commencer. Je vais aller avec moins. C'est à Hamilton. Moi, je vais y aller avec plus. Moi aussi. Qui va marquer dans le match? Je vais y aller Toronto, Seattle. Je vais aller avec Julia Gosling contre son ancienne équipe. Je vais avec Carpenter. J'avais ça aussi comme idée, mais Pour la prendre. Tu peux prendre quelqu'un de Toronto. je vais y aller aussi. avec, Hilary Knight. Hilary Knight. Qui va gagner? J'y vais avec... J'y vais avec Seattle. Ah, tu voulais pas prendre Toronto, t'as un chandail bleu, là? Non, c'est le chandail des Dodgers, ça n'a rien à voir. Ben oui, moi, j'ai un chandail vert. Pour Seattle. Ben, OK. Prends les Seattle. Moi, je prends Je Toronto. veux que tu prennes Toronto. Qui se prend, Anso? Seattle. Bon. Vancouver-Boston, le 3 janvier, à Détroit cette fois-ci. Over-under, Anso. Under. Under, Kim. Moi aussi, under. J'y vais, moi aussi, under. Qui va marquer dans le match, Anso? Ouh, ça va être... Je vais y aller avec... Pas facile, hein? Non. À Vancouver, on dirait qu'il n'y a pas d'attaquante qui... Ben, je ne veux pas dire qu'ils se démarquent, mais ils n'ont quand même pas, Vancouver, quand même pas d'attaquante dans les 20 meilleures pointeuses. C'est spécial, là. Ben, il y a Abby Boring, là. Qui n'est pas dans les 20 meilleures. Ben, Me trompes-tu? pointeuse. Oui, non? Des buts, je parle. Ah, OK. Des meilleures buteuses. Oui, OK, des meilleures buteuses. Oui, pas Gosling, mais Boring arrive au 14e rang. C'est la seule dans le top 20. Donc, tu sais, c'est pas évident de Fait que tu prends elle ou... Non, ben écoute... Kim fait comme, tu prends elle ou tu décides, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends elle ou c'est toi qui en prends, quoi? Non, j'ai déjà mon choix. Je vais y aller avec Megan Keller. Megan Keller. Bon choix! Ah, OK, je vais changer. Non, regarde-le. Je vais choisir autre chose. Non, je vais y aller avec... Tapani, as-tu compté? Tranquille, Tapani. Tapani, c'est tranquille cette année. C'est plus tranquille cette année.
Mais elle Ben, pourrait. regarde, je vais y aller avec Abby Boring, tiens. Bon. Je vais la prendre. Toi, tu prends qui, Kim? Keller. Megan Keller. Moi, je vais y aller. Là, vous prenez tout ça de Vancouver. Non, Boston, hein? Ah non, c'est vrai. Ben non, je suis tombé. Ben oui. Voyons, t'es Euh, mêlé? OK, calme-toi, jeune fille. Non, pas Tapani. J'aime pas ce choix-là de Tapani. Je vais prendre Teresa Vanisova. Ah, ben ouais, bon choix. Elle n'a pas encore marqué cette année. Qui va gagner, Anso? Je vais dire Boston. Kim? Moi aussi. Vous dites Boston contre Vancouver à Détroit. Je vais y aller avec Boston, moi aussi. Et finalement, on va se rendre au retour de la victoire de Montréal à la Place Belle. C'est le 4 janvier contre Minnesota. Over-under 5.5. Kim? Je vais dire under. Anso? Je vais dire over. Je vais avec under. Qui va marquer dans le match? Kim? Moi, je vais y aller avec Brita Curls. Brita Curl. Anso? Je vais y aller avec Taylor Heisey. Moi, je vais y aller avec Laura Stacey. Qui va gagner? Kim? Je dois y aller contre mon cœur. Ça va être Minnesota. Anso? Moi, je prends Montréal. Ouais, je vais y aller Montréal. Ah, Contre la bon. maison. Évidemment, tu me copies. Tu joues safe. Hein, on Tu peut. joues safe. Non. C'était moi qui donnais mes joueurs en premier, c'est toi qui as sauté dans le. Tu sais? Hey, pour vrai, c'est ce qui conclut notre épisode du Temps des Fêtes. Ça a été encore très, très le fun de faire ça avec vous, les filles. On se revoit en 2026. Je vais vous souhaiter une joyeuse année 2026, que vos rêves se réalisent, beaucoup de santé, c'est ça qui est bien important. On souhaite la même chose d'ailleurs à nos auditeurs, nos auditrices. On reçoit de plus en plus de messages. Au Centre Bell, il y a des gens qui m'ont arrêté pour me dire, en fait, puis je vous passe le message, qu'ils adoraient écouter notre balado. Donc, c'est toujours très, très, très apprécié. Est-ce qu'on a une chance de se voir à la Place Belle le 4 janvier? Non? Ben, toi, Moi, je fais le match. Toi, tu fais-tu le match? Ouais. Tu fais le match un dimanche? Ouais, mais c'est ça, j'ai eu l'opportunité de le faire en anglais, puis je l'ai jamais fait en anglais parce que les Anglos, ils font il y a le play-by-play, puis il y a le color. Fait que là, je fais le color, qui est comme la description entre les sifflets ou apporter un peu un apport. Ah, OK, c'est même pas entre les périodes, là. Et entre les périodes. Donc, c'est un 2 en 1. Donc, ça va être une première pour moi. Je vais vous donner des nouvelles après mon match sur Sportsnet. Ben, c'est donc bien cool, ça. Puis là, et pour vrai, là, t'es rendu Madame Hockey, là, Madame LPHF. Tu vas l'avoir faite à Amazon, tu vas l'avoir faite à Radio-Canada, à Prime, puis là, t'ajoutes Sportsnet. Il n'y a personne qui a fait ça. Là. C'était vraiment une belle opportunité, puis je suis très, très reconnaissante de pouvoir le faire parce que c'est le fun de pouvoir, tu sais, oui, on est impliqué avec le balado dans le hockey féminin, de le faire, puis d'analyser les matchs. Tu sais, c'est un peu un côté d'un œil critique que moi, je suis capable d'apporter, du fait que on l'a vécu en tant que joueur sur la glace. Il y a des choses que tu vois quand tu es à l'extérieur de la glace, tu t'analyses le match. C'est d'autres choses que tu vois. Puis je trouve que c'est une belle façon vraiment de pouvoir rester impliqué dans le hockey parce que justement, mon genou, c'est ça, c'est plus difficile. Fait que c'est vraiment un beau cadeau que j'ai reçu là, de pouvoir couvrir ce match-là. Donc, je vais y aller. Peut-être qu'on va se croiser, Pat. T'es excellente en plus. Peu importe le rôle, peu importe la ligue que tu analyses, tu commandes, tu le sais, je te l'ai déjà dit, t'es vraiment excellente. Tu as ta place là-dedans. Je suis vraiment, vraiment content et fier de toi. Un beau cadeau de nouvelle année, ça. Parfait. Comment finir l'année en beauté ici à Sans-Restriction? Avantage numérique. Merci encore de nous suivre. On vous souhaite une belle année. On se retrouve en 2026. Au nom d'Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes, mon nom est Pat Laprade et on se dit à l'année prochaine. C'est un rendez-vous!